Communautaire en temps de pandémie. Au départ, je voulais vraiment présenter différents résultats préliminaires de recherche, mais le temps de la recherche étant celui qu'il est, je pensais être plus avancée que ça dans les analyses pour faire cette présentation. Donc finalement, je vais plutôt présenter des résultats qui sont vraiment préliminaires et aussi en fait des perspectives terrain. Donc je pense que ça va être intéressant de mettre en perspective en particulier avec ce que Manon pourra commenter après. Donc, voilà un petit peu l'objectif que je vous propose pour cette présentation. Donc, présenter des initiatives communautaires et de la société civile à Paris et à Montréal qui tiennent compte des circonstances complexes et difficiles dans lesquelles les populations de migrants vulnérables vivent, dans le but de mieux répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux de ces populations pendant la pandémie de COVID-19, mais aussi essayer d'aller au-delà, essayer de voir ce qui a pu émerger, qui était particulièrement intéressant pendant cette pandémie, qui pourrait éventuellement être pérennisé dans le temps. Donc, tout d'abord, quelques définitions de base là, sur la migration. C'est des diapos que je replace souvent, donc soyez pas surpris si vous les avez déjà vus. Évidemment, la migration, on sait que c'est soit une démarche volontaire, soit une démarche involontaire. Les migrants économiques et rassemblements familiaux, ça représente 2/3 de la migration. Donc, le tiers restant, dans le fond, c'est la migration involontaire. Et dans cette migration involontaire, on a un quart qui est induite par des conflits ou des catastrophes. Et donc, c'est notamment le cas de ceux qui fuient leur pays en tant que réfugiés ou demandeurs d'asile. Donc, on va surtout parler des réfugiés et des demandeurs d'asile dans cette présentation, mais aussi on va évoquer le cas des migrants sans statut, c'est-à-dire les personnes qui ont pu faire une demande d'asile, par exemple, sur le territoire canadien ou européen, et qui se sont vus refuser l'accès au statut de réfugié et qui donc ont décidé de quand même rester sur le territoire, ou également d'autres types de migrants, des migrants économiques temporaires qui auraient perdu leur statut régulier, tout simplement parce que leur permis de séjour serait arrivé à terme. Donc, voilà un petit peu pour ces différentes catégories. Alors, pour ce qui concerne la France, pour donner des tendances un peu générales, je parle des chiffres de 2019 parce qu'on sait bien sûr que l'année 2020 a été une année outlier, comme on dit en bon français. Donc, on va plutôt utiliser les chiffres de 2019. Donc, la France, en 2019, avait accueilli 39 500 réfugiés. Elle avait reçu 177 822 demandes d'asile, soit 8,9% des 2 millions de demandes d'asile à travers le monde. Et la plupart d'entre ces réfugiés et demandeurs d'asile s'installent au moins pour le début à Paris. Pour ce qui est du Québec, entre 2008 et 2017, sur une période de 10 ans, on a eu au total plus de 512 000 immigrants qui ont été admis au Québec. Donc, ça représente moins de 16% de la population québécoise et 14,5% de l'immigration totale canadienne. En 2019, on a eu moins de 5 000 réfugiés qui ont été admis au Québec, soit à peine 0,1% des 20 et quelques millions de réfugiés dans le monde. Et de ces réfugiés-là et des immigrants en général, en fait, on a presque les 3/4 qui résident dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, on voit vraiment que Montréal est la ville d'installation principale, tout comme c'est le cas aussi à Paris pour la France. Et puis, ce qui est important de mentionner, c'est qu'évidemment, ces pourcentages, ces proportions, que ce soit pour la France ou le Québec, restent vraiment minimes par rapport à ce que les pays en voie de développement accueillent, eux, en termes de réfugiés de demande d'asile. Ils en accueillent bien davantage. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais souvent, les discours politiques auront tendance à mettre en avant le fait qu'on accueille beaucoup de réfugiés, beaucoup de demandes d'asile. En fait, en volume et en pourcentage, surtout, c'est vraiment minime, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est le cas aussi de demandes d'asile, comme vous pouvez le constater pour le Québec, donc qui a accueilli seulement 0,8% des 2 millions de demandes d'asile.
Et donc, pour les demandeurs d'asile aussi, 80% s'installent à Montréal. Alors, comment vont-ils, ces migrants vulnérables par rapport à la population générale? Donc, les migrants sans statut et plusieurs catégories de migrants temporaires ont en fait une santé moindre qu'ils perçoivent eux-mêmes. Là, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus récemment. Donc, vous aurez accès aux références complètes à la fin de la présentation si vous voulez. Et puis, en plus de percevoir sa santé comme étant moins bonne que les autres catégories d'immigrants et que les citoyens canadiens, ils rencontrent de nombreux de nombreux obstacles à l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Et donc, ça aussi, ça a été documenté par diverses recherches dans les dernières années. Je vous invite à aller consulter ces différents documents, en particulier des recherches qualitatives qui ont été faites sur ces sujets-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont une santé moindre et pourquoi est-ce qu'ils rencontrent autant de barrières à l'accès aux soins et aux services? Eh bien, tout simplement parce que les déterminants structurels de la santé structurent leurs conditions de vie et leur accès aux services et leur santé en général. Donc, les déterminants structurels se trouvent bien dans la partie gauche de ce graphique-là et inclut les politiques publiques en général, mais aussi et surtout les politiques migratoires, la culture et les valeurs sociales dans le pays d'accueil et évidemment tout ce qui est politique macroéconomique, politique sociale, politique d'emploi, etc. Tout ça va avoir évidemment des effets directs sur l'accès et les conditions de vie de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment là-dessus, en fait, qu'il faut pouvoir influencer pour essayer d'améliorer à la fois l'accès et les conditions de vie de ces personnes. Alors, quels sont les services de soutien à Montréal et à Paris? Donc, à Montréal d'abord, en termes d'action publique, on a bien sûr, en ce qui concerne la santé, le PFSI qui inclut des soins de base. Bon, on sait très bien que le PFSI, c'est vraiment pas la panacée. Il y a eu des allers-retours ces dernières années sur la possibilité d'avoir accès à ce programme-là. Il y a beaucoup de prestataires de soins qui refusent l'accès aux soins avec le PFSI. Donc, en fait, il y a énormément de barrières à l'accès malgré l'existence de ce dispositif-là. Il y a aussi, bien sûr, des programmes provinciaux d'assistance sociale. Et puis, au Québec, on a, pour les demandeurs d'asile et pour les réfugiés aussi, le PRIDA, que je suppose vous connaissez toutes et tous ici, qui fournit des services assez généraux, incluant l'hébergement temporaire de 15 jours à l'arrivée, et puis des services de renforcement également psychosociaux, également des services de soins infirmiers. Et ce sont eux qui réfèrent également à la clinique des demandeurs d'asile et des réfugiés, la CEDAR de Côte-des-Neiges. En ce qui concerne l'action communautaire et l'action de la société civile et les ONG, on a à Montréal un soutien important des organismes communautaires et des ONG pour les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants sans statut en termes d'aide au logement, d'aide à l'intégration, de sécurité alimentaire, de renforcement de la santé mentale. Et également, on a la clinique de Médecins du Monde qui offre notamment des soins aux personnes qui n'ont pas la RAMQ et qui se voient également opposer l'accès malgré le fait qu'ils auraient le PFSI. La clinique de Médecins du Monde joue un rôle important pour ces personnes-là. En termes d'action publique et d'action de la société civile à Paris, on va plutôt parler d'action de la société civile à Paris. On ne parle pas vraiment encore d'organismes communautaires, mais en fait, ça reflète souvent les mêmes concepts, les mêmes scopes. Donc, on a pour les demandeurs d'asile les centres d'accueil, les CADA, qui offrent de l'hébergement, mais ça, c'est vraiment en théorie. En fait, les CADA en France en général, pas seulement à Paris, sont débordés. Ils peuvent accueillir en général seulement 20 000 places et en fait, on reçoit beaucoup plus en France de demandes pour pouvoir être hébergé dans ces CADA qu'il n'y a de place. Et donc, en pratique, il y a énormément de demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés.
Il y a également l'aide médicale d'État, mais ça intervient seulement après 3 mois. Et en plus, les restrictions d'accès à cette aide médicale sont de plus en plus importantes depuis les dernières années. Et également, on a un accès limité, mais gratuit, aux services de soins de santé primaires et aux soins d'urgence ophtalmologiques et dentaires à travers le système des PASS, dans les zones urbaines en particulier, puisque les PASS, en fait, sont souvent situés dans des hôpitaux. Donc, c'est surtout dans les grandes villes comme Paris, justement, où les personnes en situation de vulnérabilité, pas seulement les migrants, peuvent avoir accès à ces services. La société civile est aussi extrêmement active. Elle intervient, comme au Québec, dans le soutien à l'intégration, l'aide au logement et l'accès aux soins aussi. Médecins du Monde est très présent, Médecins sans frontières aussi. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement de la santé des exilés, qui est porté notamment par un organisme qui s'appelle le COMED, qui remplit ses missions dans un esprit de solidarité avec les exilés, sans distinction de nationalité, d'origine, d'opinion, de religion, de sexe et d'orientation sexuelle, et qui donc assure des soins et un soutien médical, psychologique, social et juridique aussi, dans les cas où ceux-ci sont inexistants pour ces personnes. Donc, on a vraiment aussi une panoplie d'organismes en France qui agissent, et notamment à Paris, puisque c'est là où il y a le plus de migrants, bien évidemment. Alors, on sait que la pandémie a disproportionnellement affecté ces catégories-là. Je pense que tout le monde a vu ces graphiques où on voit vraiment que les quartiers, en fait, où il y a beaucoup de migrants et beaucoup de personnes racisées, ont connu bien davantage de cas de COVID-19 que les quartiers où il y avait moins de personnes racisées ou de migrants. Il y a des recherches qui concernent l'Ontario qui ont montré que 44% des personnes testées positives à la COVID-19 étaient des migrants. Donc ça, c'était pendant la première vague de la pandémie. Donc, on n'a pas d'estimation aussi précise pour le Québec parce que vous savez bien qu'on n'a pas de données désagrégées en ce qui concerne le statut migratoire des personnes. Mais on sait avec ces données écologiques, en fait, que effectivement, les personnes migrantes à Montréal en particulier ont été donc davantage affectées que le reste de la population. On sait que donc la pandémie de COVID-19, outre le fait qu'elle a affecté directement les personnes, puisqu'elles ont été davantage exposées à la COVID-19 du fait de mauvaises conditions sanitaires, de la promiscuité, de la détérioration des conditions de travail aussi. Mais on sait en plus que cette pandémie-là a causé une crise socio-économique et une crise de la protection. C'est pour ça qu'on peut parler d'un triple fardeau pour les migrants. Et là, je reprends la formulation d'un rapport que je vous ai mis ici en référence de l'ONU sur cette thématique-là, qui montre qu'en fait, évidemment, la pandémie en tant que telle a affecté la santé de ces personnes, mais elle a aussi affecté les conditions de vie, les conditions de travail. Il y a eu énormément de pertes d'emplois, comme je disais aussi, des mauvaises conditions de travail dans notamment les services essentiels. Évidemment, il y a une surpopulation, par exemple, de demandeurs d'asile qui ont été extrêmement exposés à la pandémie parce qu'ils travaillaient dans les services essentiels, en particulier dans les CHSLD, on le sait, ça a été bien documenté. Et donc, évidemment, une très forte crise par rapport à cela. Et puis, enfin, une crise de la protection dans le sens où il y a eu énormément de restrictions en matière de droit d'asile, d'expulsion et d'impossibilité, bien sûr, d'entrer sur le territoire. Donc ça, et puis évidemment, une restriction d'accès aux services, bien sûr, pour l'intégration de ces personnes. Donc tout ça fait qu'on peut parler d'un triple fardeau pour ces catégories. En ce qui concerne la mobilisation communautaire, puisque c'est bien un thème qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien ce triple fardeau-là a eu un effet direct, bien sûr, sur l'action de ces intervenants, puisque ça induit une augmentation des besoins, une diversification aussi des besoins, et donc une surcharge de travail avec cette demande en constante augmentation et le fait de pouvoir être en mesure de répondre à ces nouveaux besoins. Et puis également une recherche de financement
énergivores et chronophages, bien souvent, une transformation des modes d'action. Donc là, c'est une enquête réalisée par la DRSP de Montréal que le Centre Interaction connaît bien, puisqu'il a participé, les chercheuses d'Interaction ont participé aux analyses de cette enquête-là, qui a démontré que les mesures associées à la pandémie ont modifié les modes d'action des intervenants, selon les intervenants, à 96,3%. Donc, c'est vraiment une transformation majeure. Et puis, ce rapport-là montre qu'il y a eu aussi des difficultés d'action du fait de communication, de modes de communication difficiles entre les paliers régional et local. Dans le fond, on s'est rendu compte que les informations concernant les consignes de santé publique avaient du mal à se rendre sur le terrain à temps, et les services de santé également étaient souvent moins sensibilisés aux réalités des personnes immigrantes et racisées. On a souvent eu l'impression que les besoins de ces populations-là étaient invisibles pour certains services, et donc cela a conduit à plusieurs difficultés sur le terrain, bien évidemment. Alors, malgré cela, il y a eu de fortes actions de plaidoyer, que ce soit à Paris comme à Montréal. À Montréal, des appels à l'aide pour stabiliser le financement des organismes communautaires. On sait qu'il y a eu beaucoup de financement philanthropique en particulier qui est parvenu aux organismes communautaires. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis, des appels à l'action du gouvernement pour l'hébergement d'urgence des plus vulnérables à Paris, avec plusieurs lettres ouvertes qui ont été signées par des organisations de la société civile, et puis des signalements répétés aux autorités locales pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Pourquoi je vous parle de cette population-là en particulier? C'est parce que je travaille dessus, mais aussi parce que ça représente une population importante de populations migrantes vulnérables à Paris. Chaque année, il y a 17 000 mineurs non accompagnés qui arrivent à Paris, et donc cette population-là, étant mineure, est particulièrement vulnérable, et malheureusement, une grande partie d'entre eux ne sont pas hébergés, ne sont pas pris en charge par l'aide sociale en France. Et donc, il y a eu énormément de signalements qui ont été faits pour pouvoir protéger cette population, sans succès immédiat. Les soins de santé ont été bien affectés, évidemment, un accès restreint, hein, on le sait bien, la plupart des services basculant à la télémédecine notamment. Il y a eu du soutien en santé mentale qui a été déployé à distance, y compris par des organismes communautaires et des organismes de la société civile en France, et des opérations évidemment assez larges de prévention des infections à la COVID-19, des opérations de sensibilisation pour favoriser l'accès à des informations fiables et multilingues sur la COVID-19. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait, notamment ici par la TCRI, en collaboration avec divers autres organismes, étapes de concertation. Et puis aussi la distribution d'équipements de protection individuelle dans certains quartiers. Également, des opérations de dépistage et de traitement de la COVID-19 avec des cliniques mobiles à Montréal, des informations multilingues sur les cliniques de dépistage et l'accès aux soins. Et également, pour le cas de Paris, du dépistage à domicile prévu par l'intervention Covisan, qui a permis donc de pouvoir atteindre des populations directement à leur domicile pour s'assurer qu'ils pouvaient avoir accès au dépistage. En termes de protection sociale également, il y a eu énormément de choses qui ont bougé. Il y a eu une extension, voire une expansion de l'hébergement d'urgence. Par exemple, le PRIDA a étendu les 2 semaines d'hébergement qui étaient en temps normal offertes aux demandeurs d'asile. Les banques alimentaires mobiles se sont déployées tout en respectant les gestes barrières, bien sûr. Il y a eu énormément de distribution de kits de survie et de paniers repas, que ce soit à Paris comme à Montréal. Par exemple, à Paris, il y a eu 7 300 repas qui ont été distribués pendant la première vague aux mineurs non accompagnés, non protégés. Également, beaucoup d'opérations de lutte contre l'isolement pour notamment s'assurer que les personnes en situation de vulnérabilité ne soient pas laissées à l'isolement total, donc avec du renforcement psychosocial fait par de nombreux intervenants, et de la collecte de biens et de fonds, notamment des outils informatiques, des ordinateurs, des smartphones, etc., pour pouvoir lutter contre l'isolement de ces personnes-là.
Et puis également une centralisation des informations sur la disponibilité de l'aide alimentaire. Donc ça a été très bien fait, notamment à Montréal et également à Paris. Ici, je vous montre deux exemples. Donc à gauche, à Paris, la distribution alimentaire pour des mineurs non accompagnés, et à droite, à Montréal, l'organisme Le Pont, qui se situe dans l'est de l'île, mais qui est intervenu dans le fond dans toute l'île de Montréal pour distribuer ces paniers repas. Alors, les principales réalisations qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les organismes communautaires ou de la société civile ont donc reçu des financements publics et philanthropiques supplémentaires, ce qui leur a permis de jouer un rôle central dans la mise en œuvre d'interventions de santé publique axées sur la solidarité et l'équité pour permettre d'aller au-delà, en fait, des stratégies habituelles de communication des risques que permet de façon plus restrictive, je dirais, la santé publique. Et donc, on est vraiment là allé plus dans une perspective de solidarité et d'équité comme écrit ici. Au Québec, en particulier, on a eu une coordination entre les acteurs publics et communautaires qui a été améliorée, donc des initiatives intersectorielles qui ont été déployées. Et c'est justement sur ça que je souhaitais peut-être terminer sur ces dernières diapos en démontrant, et je pense que ça va beaucoup résonner avec ce que pourra dire Manon par la suite, les cellules de crise intersectorielles, donc par arrondissement en impliquant les SUS ou les CIS et les organismes communautaires, des plans d'action de la réponse COVID-19, notamment financés par les fondations philanthropiques dans les quartiers urbains défavorisés. Et à Montréal, en particulier, une initiative que j'avais trouvée vraiment intéressante, le déploiement de brigades de prévention des infections qui impliquaient des professionnels de santé, donc par exemple des infirmières, et aussi et surtout des représentants de la communauté que la DRSP a pu appeler des agents multiplicateurs en particulier. En termes de défis, on sait que les restrictions de santé publique pour contenir la COVID-19 ont donc eu des impacts importants sur les actions des organismes communautaires. Il y a une forte pression sur les organismes qui ont réduit la disponibilité des services. Donc ça a aussi été identifié dans d'autres villes comme à New York. On sait que le secteur communautaire a été particulièrement débordé et est encore actuellement en souffrance du fait de la surcharge de travail qui a été impliquée pendant cette période difficile. Il y a des recherches en cours sur ce thème-là. Et puis, on peut aussi relever que beaucoup d'intervenants se sont rendus compte qu'il restait des populations qui avaient été difficiles à atteindre malgré tous les efforts qui avaient été déployés, notamment les travailleurs agricoles saisonniers et les migrants sans statut, et qui avaient donc besoin d'interventions de proximité pour pouvoir atteindre ces populations particulièrement vulnérables. Donc pour terminer, quelques pistes. Au niveau macro, on sait que les financements des fondations philanthropiques ne sont pas nécessairement pérennisés dans le temps. Donc, ce qu'on peut préconiser, c'est un financement pérenne et des liens institutionnels cohérents qui soient assurés notamment par les institutions. Et au niveau méso, l'intérêt de pouvoir soutenir le dialogue et la coordination entre les communautés et les institutions publiques en impliquant davantage les membres de la communauté dans la conception et la mise en œuvre d'interventions de riposte. Je vous parlais tout à l'heure des brigades de prévention et contrôle des infections. Je pense que c'est ce type d'intervention qui peut vraiment faire la différence parce qu'on implique directement les membres de la communauté dans ces interventions-là. Et à un niveau micro, de pouvoir renforcer les pratiques professionnelles des intervenants pour faire face aux conséquences de la COVID-19 sur les nouveaux arrivants vulnérables, les nouveaux migrants vulnérables, et identifier des nouveaux modes d'intervention pour atteindre les plus vulnérables d'entre eux. Puis enfin, pour terminer, un sujet qui me tient à cœur, celui de la sécurisation culturelle, d'essayer de voir finalement, avec toutes ces interventions-là, est-ce qu'on a été capable d'assurer des espaces sécurisants pour ces populations-là, y compris dans ce contexte de crise? Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il reste à documenter. Quelle est la perception, finalement, l'expérience de ces différentes interventions par les usagers eux-mêmes et en quoi ça a permis de répondre à leurs besoins? Merci beaucoup et donc j'attends vos commentaires et vos questions et notamment l'intervention de Manon. Merci beaucoup, Lara. Évidemment, avec ton consentement, on rendra disponible la totalité de ton PowerPoint. Comme ça, les gens pourront avoir toutes ces belles références. Merci beaucoup.
Alors maintenant, je vais donner la parole à Manon Boily et puis ensuite, on pourra tous et toutes poser nos questions à Laila et Manon, s'il y en a. Vas-y, Manon. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a plusieurs personnes que je connais et d'autres beaucoup moins, mais ça fait plaisir de pouvoir savoir il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce qui s'est fait pendant la pandémie. Merci à Lara. Je trouve que ta synthèse est vraiment une belle mise en bouche de tout ce qui s'est fait. C'est sûr que je vais mettre j'ai les chapeaux d'organisation communautaire, donc juste vous dire que ce que je vais dire, c'est pas juste moi, mais bien plusieurs organisateurs communautaires dans mon équipe, particulièrement au sud du nord de l'île de Montréal, qui ont vraiment été très rapides dans la création des liens que tu as déjà nommés, c'est-à-dire la création au départ de cellules de crise ou le travail avec l'arrondissement, pour moi, plus particulièrement, c'est celle de l'arrondissement Antique-Cartierville, particulièrement, mais aussi mes collègues organisateurs communautaires des autres quartiers du sud du Nord, c'est-à-dire Villeray-Petite-Patrie, Montréal-Nord et Saint-Laurent. On a la chance, on va dire ça de même, d'avoir été dans les quartiers les plus hauts en ville, dans tous les sens du terme, d'un peu ça nous a un peu forcé, je dirais, à faire en sorte qu'on soit vraiment, vraiment sur le terrain pour éteindre ces feux-là, entre guillemets. On a utilisé les données de la santé publique en sachant les zones exactes où il y avait le plus d'éclosion de la COVID-19 par les dépistages. On s'est dit, comment on va faire pour découvrir ça? Comment on va faire pour rejoindre ces gens-là, que ce soit des gens vulnérables ou pas? Il fallait faire quelque chose. Et il fallait surtout changer tout le mode de fonctionnement de la pensée du milieu communautaire. Ça voulait dire changer de paradigme. Le paradigme étant, on veut voir les gens, on veut être en contact avec eux. Et là, la COVID nous forçait à penser autrement, à garder une distance tout en répondant à des besoins, entre autres au niveau de la sécurité alimentaire, où il fallait complètement repenser parce qu'on voulait que les gens qu'ils viennent chercher leurs denrées. Et là, on leur disait, non, restez chez vous, on va vous livrer en plus. Donc, c'est vraiment un changement de mode de fonctionnement qui a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation et heureusement que les grandes fondations sont arrivées assez rapidement pour pouvoir financer ce type de démarche-là. Mais au début, je me rappelle avoir fait la première livraison de denrées avec des employés de l'arrondissement qui avaient été dégagés avec, entre autres, le camion de la bibliothèque de Cartierville pour aller livrer des denrées. Ça vous donne une idée de comment on s'est débrouillé au départ, vraiment dans les 2 premiers mois, c'est-à-dire mars-avril, pour pouvoir desservir la population. On a aussi des organismes qui ont été délinquants, je veux dire ça gentiment, mais c'est fidèle à eux-mêmes, puis on était bien contents qu'ils soient délinquants. Je parle entre autres des maisons de jeunes qui ont ouvert leurs portes pour accueillir les jeunes, malgré qu'on leur disait, qu'on leur interdisait d'ouvrir leurs portes. Ils ont trouvé le moyen de mettre en place des mesures et d'appliquer les mesures de santé publique, mais en restant la porte ouverte aux jeunes. Donc, juste pour dire qu'il y a eu plein d'exceptions et les exceptions les plus grandes, en fait, le génie le plus grand qu'on a eu, je pense, au sud du nord de l'île de Montréal, c'est d'avoir mis en place des brigades terrain. Les brigades terrain, il y en a eu à 2 niveaux. Il y en a eu une créée spécifiquement par le CIUS du Nord, donc de créer un titre d'emploi de travailleurs de quartier pour aller faire du porte-à-porte, d'aller faire de la sensibilisation aux bouches de métro, d'aller parce qu'à un moment donné, les organismes ont quand même fait du don de denrées alimentaires sans livraison, là, mais les gens attendaient en file d'attente avec 2 mètres de distance, donc c'est toute une gestion, mais d'aller donc donner de l'information, où aller se faire dépister, comment avoir accès aux différents services des autres organismes, etc. Et donc, on a jusqu'en décembre prochain, l'équipe de travailleurs de quartier existe encore.
C'est ma collègue Céline Coulombe qui a mis en place ce service-là. Et par la suite, il y a eu d'autres CIUS qui ont copié l'idée. On a aussi ma collègue Martine Dubé qui a été géniale en termes techno pour faire en sorte que la brigade terrain qu'on a mis en place localement avec le financement des fondations, c'était des intervenants des organismes du terrain, donc qui connaissaient déjà le territoire, qui allaient faire systématiquement du porte-à-porte. Et donc, les intervenants venaient des organismes, entre autres le CACI, le CANA, pour ne pas les nommer, donc des intervenants qui parlent déjà plusieurs langues pour aller rejoindre les gens et leur donner l'information. On a aussi eu une belle collaboration de l'organisme Access, c'est l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité en santé et services sociaux, qui ont fait la traduction des documents du gouvernement. Et ça a été, pour moi, je trouve, une belle vitrine pour le réseau de la santé d'avoir accepté de traduire ces documents en différentes langues. J'espère que ça restera pour plusieurs autres années. Je sais qu'il y avait des organismes comme Concertation Femmes qui avaient déjà commencé avec des documents au niveau du cancer du sein ou du cancer de l'utérus à traduire en plusieurs langues nos propres outils pour passer le message de comment on doit prévenir. Mais là, c'était vraiment à une échelle beaucoup plus large. Et donc, l'ouverture à parler plusieurs langues ou à donner l'information écrite en plusieurs langues, je trouve que la COVID a forcé notre réseau à accepter que ça doit être fait si on veut que les gens comprennent bien la prévention en santé et l'accessibilité au réseau de la santé. J'ai plein d'autres affaires que je voudrais dire. Mais je ne sais pas trop, j'ai pas trop structuré. J'ai sûr que j'ai regardé le PowerPoint puis je me dis, mon Dieu, oui, il y avait toute la surcharge de travail pour les organismes, leur adaptation, puis comment ça a été long avant qu'ils aient droit à la vaccination, eux aussi, comme les employés du réseau de la santé. Mais en même temps, comment, par exemple, je pense aux itinérants, comment ça a changé leur vie, la pandémie, que les gens n'avaient plus d'argent de poche à leur donner parce que tout était avec la carte. Comment il n'y avait pas accès à des toilettes ou dans les petits restaurants, qu'il n'y avait pas accès à des douches. Alors, il a fallu s'arrimer avec les arrondissements pour installer des toilettes sèches, pour ouvrir les chalets de parc pour qu'ils puissent aller prendre leur douche. Il y a plein de choses comme ça qui se sont faites, qui ont été complètement en dehors de la boîte ou en dehors de ce qu'on fait normalement. Et dans le fond, les cellules de crise ont vraiment permis un bel arrimage entre la réalité terrain, le réseau de la santé et la sécurité, dans le fond, des gens, des citoyens dans les différents quartiers. On espère que parce que moi, j'ai beaucoup apprécié cette démarche-là. Pour maintenant, les cellules de crise n'existent plus comme telles, mais ça n'empêcherait pas que les tables de quartier ou les arrondissements puissent interpeller le CIUS pour collaborer sur certaines choses, sur certains dossiers. Autre information, je pourrais aussi dire, les brigades qu'on a mis en place pour faire du porte-à-porte, on a vu comment ça fonctionnait vraiment bien, d'aller rejoindre les gens chez eux. Puis le fait qu'on se soit associé à la recherche en créant l'outil Kobo pour avoir des données et faire valoir que ça valait la peine de faire ce type d'intervention-là pour alimenter, entre guillemets, la machine en termes de communication, façon de répondre aux gens, faire valoir la réalité du quotidien. Je pense par exemple à la fracture numérique. Le fait d'avoir fait du porte-à-porte, ça fait qu'on avait rejoint des gens qui n'avaient pas accès à l'information ou qui se... c'est ça. Puis, il y a aussi, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On t'a parlé un petit peu des brigades qu'on a fait avec
des organismes communautaires mais aussi c'est tout comment réorganiser l'espace pour recevoir les gens dans les organismes, donc de façon sécuritaire. Mais on l'a aussi fait pendant la pandémie avec les écoles. Moi, par exemple, j'ai aussi mis en place pour le CIUS 2 services vraiment dédiés par rapport à la COVID. Un financement avec la Fondation McConnell pour assurer la livraison de denrées quand les familles étaient isolées, soit parce qu'il y avait un membre de la famille qui avait la COVID ou soit par fermeture de classe, donc dans les écoles. Donc, les intervenants pouvaient référer ces familles-là pour avoir une livraison de denrées alimentaires pendant les 2 semaines où on invitait les familles à ne pas sortir de la maison. C'était livré à domicile. Puis, par la suite, la Croix-Rouge est embarquée aussi dans la boucle. Donc, le fait que la Croix-Rouge était là, nous, on a arrêté de donner des denrées aux familles qui étaient positives à la COVID, mais on a donné aux familles qui étaient en isolement préventif. Parce que soit au CPE ou à l'école, l'enfant était dans un groupe qui était fermé, donc se retrouvait, surtout pour les familles qui avaient droit aux mesures alimentaires au niveau scolaire, on voulait qu'ils continuent de pouvoir nourrir leurs enfants à la maison. Ensuite de ça, j'ai aussi mis en place un service de transport à la vaccination un peu plus tard, là, quand la vaccination est arrivée. Donc, pour faire en sorte que les plus vulnérables puissent se rendre pour avoir accès au vaccin. Entre autres, les gens à mobilité réduite qui n'avaient pas nécessairement droit au transport adapté pour toutes sortes de raisons, ou qui avaient des pertes cognitives, qui avaient besoin d'un accompagnement bénévole pour à leur premier vaccin, puis être sûr d'avoir compris que le deuxième vaccin, ça va être quand, etc. Donc, c'est toutes des choses très différentes qui nous sortaient beaucoup de ce qu'on fait normalement en organisation communautaire. Mais ça a été vraiment riche. Personnellement, systématiquement, à chaque étape, ça a été beaucoup de rencontres de gens qui étaient très ouverts à changer pour le mieux pour tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens très fatigués à certains moments, mais quand même, on voyait vraiment une belle synergie. Systématiquement, quand je demandais à quelqu'un, tu peux-tu aider, tu peux-tu me donner l'information, c'était très rapide, tellement qu'on travaillait comme 12 heures par jour, 7 jours semaine, mais quand même, la pandémie nous a beaucoup appris sur comment on est capable de flexibilité, qu'on est capable de changer nos façons, nos paradigmes de façon de travailler et qu'on est capable de rejoindre les plus vulnérables quand on y met l'effort, entre guillemets, dans le sens où c'est sûr que ça coûte cher faire ce type d'intervention-là. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est payant. Parce qu'on a réussi, je trouve qu'on a vraiment évité une catastrophe pour des gens très vulnérables en distribuant des masques, du gel. C'est fou comment on a pu rendre comment je pourrais dire, comment on pouvait sécuriser des gens juste par le fait qu'il n'y avait pas à s'acheter des masques, il n'y avait pas à s'acheter du gel, il n'y avait pas à s'acheter des lingettes. J'ai même aidé des organismes coopératives de logement, etc., pour bien faire l'entretien de leur immeuble. Pour éviter de la propagation, la circulation dans l'immeuble aussi, parce que les gens avaient une certaine proximité, soit dans l'escalier et surtout dans les ascenseurs, donc expliquer comment ça devrait se passer. Fait il y a tellement de mini-détails que je pourrais vous partager de tout le travail qu'on a fait depuis maintenant 1 an et demi, que je n'aurais même pas fini encore. Mais je pense que je vais arrêter. C'est bon. Wow, vraiment, Manon, super beau portrait de ce que vous avez fait sur le territoire. Je te remercie beaucoup. Puis je pense que ça complète bien la présentation de Lara. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement